La santé, ça occupe, on le voyait là, hein, les 39 sous de Luc Godbout, ça occupe, c'est le poste le plus important. Avec nous, Raquel Fonseca, qui va nous parler justement de ces facteurs-là. Et Raquel est professeure à l'École de sciences de la gestion de l'UQAM et co-titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels. Raquel, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, je vous laisse commencer votre présentation, puis à un moment donné, si j'ai des questions, ben, je vais comme lever la main. Parfait. Parfait. Oui. Permettez-vous d'abord de remercier à Luc, Suxi et l'équipe de la chaire de fiscalité pour me permettre de participer dans ces journées de réflexion sur les finances publiques. Et ce que je vais parler, en plus, c'était bien parce que la présentation d'Yves va me servir beaucoup parce que je vais prendre le lien de ce qu'il a dit. Et je vais parler des dépenses de santé un peu en profondeur. Et soit ce qu'on dit, soit ce qu'on fasse, et ce que c'est clair, c'est qu'on risque de que la croissance des dépenses en santé sera plus forte que celle des revenus. Ici, dans ce graphique, ce qu'on peut voir, c'est les valeurs accumulées de les taux de croissance annuelle moyenne des dépenses de santé pour une projection pour les années 2020-2040. Et ce qu'on peut voir, c'est que les coûts du système, étant donné le vieillissement, de ce qu'on a parlé avec Jean et Yves, ils vont augmenter de 3%. C'est-à-dire, si on voit, c'est accumulé à population, inflation générale et aussi le vieillissement. Cependant, si on ajoute les effets structurels, on va à 100% des taux de croissance des dépenses de santé. Et c'est ces 12%, qui va avoir la pression de hausse des coûts, que c'est les rémunérations, les technologies, les changements de volume. Les volumes, c'est les actes des docteurs, les prix. Et c'est ici où je voudrais faire un peu de focalisation. Et ici, oui, c'est moi qui dois... Vous pesez sur le piton. Oui. Alors, c'est dans 12%. Pourquoi ces 12% c'est important? Parce que c'est ici la clé pour la soutenabilité des finances en santé. Et ici, il y a des tendances qui ne sont pas favorables. Et c'est par exemple, malgré qu'on a des progrès de longévité, on vivrait plus longtemps, cependant, il y a une augmentation des maladies chroniques. C'est ça. Et ce que vous pouvez voir dans les tableaux, c'est que les personnes de plus de 60 ans, quand toutes les maladies chroniques, sauf les maladies cardiovasculaires, ils augmentent. Toutes ces parties-là, c'est dans ces 12%, dans les effets structurels. Alors, qu'est-ce que c'est un effet structurel? Alors, c'est ça, c'est l'important, c'est de voir qu'est-ce qui... Et c'est ici l'importance, parce qu'on connaît de plus en plus de choses, mais c'est là où on devrait faire la recherche. Et ici, ce qu'on a fait sont des décompositions de la croissance des dépenses. Et pour les différents effets vieillissement, volume et prix, on a utilisé des données de MEDECO et de la RNQ pour une période de 2000 à 2015. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, par rapport au vieillissement, par rapport au graphique précédent, on voit qu'il y a que c'est la partie des médicaments et hôpitaux, ça compte presque à 1%, et c'est les médecins, c'est 0,30. Mais si on regarde les effets volume, pour ces variations, médecins, il faut dire que c'est mesuré comme le nombre d'actes et les hôpitaux comme les jours d'hospitalisation et les médicaments, c'est les prescriptions médicales. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, par exemple, pour l'effet volume, la partie des hôpitaux, il a même diminué. La croissance des dépenses. Mais c'est les médicaments, c'est dans les volumes des médicaments, c'est-à-dire qu'il y a plus de prescriptions. Il y a plus de prescriptions. Puis, est-ce que le médicament n'est pas aussi plus cher parce que plus raffiné? Et maintenant, ça tourne très bien ce que je vais dire, parce que si on regarde l'effet prix, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les médicaments, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas l'effet prix. Même il a descendu, c'est moins 1,5. Ben, je pensais qu'avec le raffinement, la recherche et tout ça, mais effectivement, avec les génériques, ça fait baisser, mais ça reste qu'il y a des médicaments qui peuvent coûter cher, mais au global, ça baisse, c'est intéressant. Et c'est ça, et c'est qu'on doit se creuser sur ces informations, mais ce qu'on voit clairement, ce n'est pas le prix, c'est les prescriptions. Il y a plus de volume. Alors ça, c'est très important et c'est bien. Si on prend les volumes fixes à égal volume, on voit que c'est l'effet prix, c'est les médecins
et les hôpitaux qui prennent plus dans la composante, c'est qu'ils expliquent plus ces dépenses. Et les médecins, c'est normal, c'est pas seulement qu'il y a eu un accroissement de la rémunération des médecins, mais c'est pas seulement ça. Il y a aussi que les cas sont plus lourds, comme je viens de mentionner, il y a plus de maladies chroniques. Et aussi, il faut penser aussi qu'ici sont en prix nominaux, en dollars nominaux, alors il y a aussi une inflation générale dedans, et il y a d'autres facteurs technologiques qui sont dedans. Et alors, et maintenant, je parlais des dépenses de santé et ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que les dépenses, il y a des projections qui vont croître de 100%. Maintenant, on va parler un peu de financement. Oui. Les financements, bon, au Québec, avant de dire que le Québec, il a un problème parce qu'il a un système de répartition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les individus, les gouvernements, ils ont des revenus de ces impôts et après, ils dépensent en santé. Oui. Mais si vous avez vu, il y a une croissance des revenus, par exemple de 2 à 3%, pendant que la croissance des dépenses est à 100%. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des pressions très importantes parce qu'on va avoir des enjeux intergénérationnels. Et sur les autres missions aussi. Et c'est ça que je vais parler avec les graphiques et de soutenabilité. Exactement. Mais avant d'aller sur ça, juste dire pour les personnes qui ne sont pas les finances, bon, c'est lui qui a parlé un peu à l'heure, je vais aller plus rapidement. Les finances en santé, c'est les revenus autonomes, mais aussi le fédéral il fait les transferts des Canadiens en santé. C'est ça. Alors, si vous regardez, la ligne orange, c'est la part des dépenses de santé dans le PIB. Ça, il va de 8 à 10%, c'est-à-dire il a cru de 2%. Si on regarde la part des transferts canadiens en santé dans les dépenses de santé, il est un peu constante, c'est la ligne bleue. Non? Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que la part des dépenses de santé dans les dépenses d'émission, c'est la ligne grise, on le voit dans les axes à droite, on voit que c'est presque la moitié. Ça prend du temps. Mais si vous pensez ce que je viens de dire, si on continue à rythme de croissance des dépenses et les revenus ils croissent seulement à 2-3%, c'est clair qu'on va devoir sacrifier d'autres dépenses, comme l'éducation, par exemple. Tout à fait. Alors, ça, c'est un autre enjeu qu'on a sur le financement. Alors, je vais aller plutôt à parler sur les pistes de solutions. Et qu'est-ce que... bon, Luc, il a mentionné quelque chose, je vais donner comme que ces parties de bonification des transferts des Canadiens en santé ou des transferts des points d'impôt, c'est une solution à court terme. C'est clair qu'il faut la faire. Pourquoi? Il faut le faire parce qu'à un moment donné, les gouvernements fédéraux et les gouvernements provinciaux, ils vont devoir décider qui prend la responsabilité et qui va la payer aussi. Non? Alors, mais c'est les mêmes taxes, les mêmes contribuables. C'est toujours nous. C'est toujours nous. C'est ça, c'est toujours nous. C'est toujours nous. Alors, à un moment donné, on voit que ça ne tient pas l'histoire. C'est ça. Alors, on doit se poser ces questions. Et un autre débat que le Canada il devrait se poser, c'est qu'est-ce qui est un part de PIB raisonnable à viser. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on peut aller vers les États-Unis, alors c'est 16-17% du PIB, ou ça peut être à l'Europe, c'est 10-12%. Alors on doit se réfléchir à tous ces enjeux. L'autre piste, mais ça c'est à court terme, parce que comme on voit, on ne peut pas tenir ça pendant longtemps. L'autre piste de solution, c'est les gains de productivité. Ouais. Les gains de productivité, je vais donner un exemple après, c'est encore possible. C'est-à-dire, les gains de productivité, c'est dans ces 2%, dans ces effets structurels que j'ai mentionnés, que j'ai expliqués, que je vais creuser, c'est là où on peut aller à gagner des gains de productivité. Cependant, on a besoin de meilleures données pour mettre en lumière tous les enjeux, parce que c'est là où on n'a pas encore creusé. Un jour, il y a eu un débat au Québec sur le financement par activité. Alors ça nous aurait permis de... On ne sait pas combien coûte l'acte, finalement. C'est ce que vous nous dites. Et ça devait nous aider éventuellement à trouver le coût de revient d'un acte pour être en mesure de peut-être justement chercher des baisses au niveau des coûts de productivité. Oui, ça c'est un exemple de dire, OK, on va trouver tous les volumes, quand j'ai parlé de volumes, les décompositions, mais c'est les docteurs, c'est les médecins, c'est les hôpitaux, c'est la technologie, donc tous les composants. Tous les composants, mais ça peut être la technologie, ça peut être aussi
les médicaments, comment ça fonctionne. Mais alors, oui, dans tout ce type de choses, on a besoin de creuser plus parce que les problèmes, c'est les données. On peut revenir après à ça. Oui. Et ça, c'est où on devrait aller chercher. Mais je vais donner un exemple aussi parce qu'il y a d'autres exemples. La troisième piste de solution, c'est le contrôle des prix et des salaires. Et c'est possible, mais c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'on est dans un problème de rareté de main-d'œuvre, surtout dans le secteur de la santé. Alors, on peut prévoir qu'ils vont avoir un pouvoir de négociation très forte et ça risque qu'on va avoir des pressions à la hausse sur les salaires. Puis on a vu pendant la pandémie, là, il y a eu une pression parce que les gens ont constaté aussi que certains corps professionnels dans le secteur de la santé étaient pas suffisamment payés, en tout cas dans la reconnaissance qu'on pouvait leur donner. Exactement, exactement. Mais comme il nous manque, il faut les payer aussi. C'est ça aussi, la pénurie de main-d'œuvre va venir mettre une pression encore plus forte. Ouais, exactement, parce que sinon, ils ne vont pas vouloir travailler dans ces secteurs. Tout à fait. Ça, c'est... Et le quatrième, c'est comme un peu un sujet tabou au Canada, parce que c'est faire payer les patients. Alors ça, on paie déjà, on veut le dire. Comme citoyen, on paie déjà. Mais l'utilisateur payeur. Des solutions. Oui, utilisateur payeur, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des enjeux d'équité, de verticale, parce qu'il y a les enjeux de pauvres et riches, et on a la loi aussi sur la santé. Alors, ça, c'est les pistes de solutions. Oui, ça, la loi sur la santé, il ne faut pas l'oublier quand même. Oui. C'est un frein important. Non, mais c'est vrai, dans la volonté, c'est quelque chose qui est en fait, on ne peut pas faire payer les gens pour certains types de services. C'est ça. De les pistes de solutions, je pense que les trois premières sont plus réalistes. Sont plus réalistes, on va dire. Mais je vais mettre cet exemple de gain en productivité, parce que précisément mes collègues de la chaire, ils ont présenté la semaine passée au Cyrano, et que ces gains il peut être trouvé dans les soins de longue durée. Parce qu'il propose une virage vers les soins à domicile et il voit que malgré une hausse de services, il trouve qu'il y a des économies considérables à faire et il trouve qu'ils réduisent la croissance annuelle des dépenses dans les 10 prochaines années et ils font une économie entre 8 et 37 milliards. Alors, ça, c'est... Oui, c'est... D'accord, on va écouter. Oui, c'est mais je veux dire qu'il y a une chose qu'ils ont eu, mes collègues, un problème, et qu'ils pourraient aller plus loin, c'est le problème, c'est les données. Oui, OK, d'accord. Mais c'est quand même... Donc, ce qu'on dit, c'est optimiser le maintien à domicile, parce qu'on a vu, là encore hier, il y avait une annonce de 750 millions de dollars pour offrir davantage de maintien à domicile. On dit il est possible d'avoir des gains de productivité, il est possible de faire les choses autrement. Puis comme ça, si on économise ou on aide plus de gens, parce qu'on sait qu'avec le vieillissement de la population, on va avoir plus de gens qui vont avoir des besoins. Donc, il faut être en mesure de se poser ces questions-là. Exactement. Et c'est avec de bonnes données qu'on peut aller pas seulement à les soins à domicile, on peut aller à d'autres sujets sur les effets structurels. Parce que sur l'effet structurel, l'autre question que moi j'avais, c'était la prévention. Parce que si on voit, en fait, c'était pas le structurel, c'était l'autre côté, les maladies chroniques. C'était dans... La maladie chronique, c'est dans l'effet structurel. C'est dans l'effet structurel. Alors, dans l'effet structurel, justement, est-ce qu'on ne devrait pas investir davantage en prévention pour ne pas se retrouver avec ces croissances de diabète de type 2 et tout ça? Ça serait un autre exemple de gain de productivité. Okay. Mais de nouveau, on a besoin de données parce que notre problème, les chercheurs, il y a des grands chercheurs au Québec et au Canada, mais on a besoin de données, on a besoin d'accès aux données. Puis mais comment on accède à ces données-là? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles structures pour être en mesure d'aller capter ces données-là? Est-ce que les technologies de l'information aujourd'hui avec le dossier patient dit informatisé, je dis bien dit informatisé, est-ce que ça peut aider à aller capter des données qui sont évidemment dépersonnalisées parce qu'on veut pas, je pense que c'est un des enjeux aussi. Mais, on est toujours conscient de qu'il faut garder toujours la confidentialité. Oui. Par exemple, quand on utilise les données de la RAMQ, nous on a un protocole, on a des confidentialités. Alors, et il y a beaucoup de mesures de confidentialité. L'important, c'est qu'on peut avoir cet accès. Si je vous raconte le difficile que ça a été pour nous avoir accès
à les RNQ et toutes les choses qu'on a dû faire. Et en plus, on n'a pas les dernières années. Et maintenant, en plus, il coûte beaucoup d'argent, que nous, les chercheurs, on n'a pas cet argent. Parce que nous... Alors, tout ça, c'est difficulté. C'est déjà l'argent d'accès aux données. Accès aux données aussi. Beaucoup de fois, on n'a pas, ça c'est pour une chose, mais mes collègues, par exemple, pour le Canada, ils ont eu beaucoup de problèmes d'avoir d'accès aussi à certaines données. Et il y a d'autres que c'est qu'on a besoin de données longitudinales aussi. Donc, dans le temps. De suivre à les personnes. C'est ça. De les suivre dans ses dépenses, de les suivre dans ses maladies, et tout ça en gardant la confidentialité, en gardant tous les protocoles. Mais on a besoin de ça. Bien, en tout cas, on souhaite que ce soit possible parce que ça va nous aider probablement à trouver de meilleures solutions et une meilleure compréhension pour trouver de meilleures solutions. Raquel Fonseca, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.